Merci beaucoup. Puis bon après-midi tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais remercier Charlène et son groupe pour l'invitation d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis descendu de Toronto hier soir et malgré mon affection pour la ville de Québec, la température était quand même très accueillante. mais plus sérieusement, je suis très content d'être ici. Je peux vous dire que de mon côté, moi je pratique, comme on mentionnait, en droit des technologies, en cybersécurité, puis je peux en discuter davantage, et la protection des renseignements personnels. Je suis également enseignant à la faculté de droit de l'Université de Toronto, où j'enseigne ces deux matières, le renseignement personnel, la protection des renseignements personnels et la cybersécurité. Et donc, lorsque Charlène m'a contacté concernant ce panel que je vais avoir maintenant pour les 20 prochaines minutes, où je vais parler 10 minutes de questions, j'avais tellement de contenu, donc j'ai essayé quand même de focusser mon attention sur deux aspects. Un, la sécurité, puis deux, les renseignements personnels, parce que dans la majorité des cas, côté renseignements personnels, celui qui accroche le plus d'attention, surtout dans les médias. Mais ce qui sous-tend tout ça est l'aspect sécurité. Et donc, j'ai quelques diapos ici que j'aimerais passer à travers. Et comme je mentionnais, j'ai à peu près pour 20 minutes. Et n'hésitez pas à poser des questions par la suite. Donc, je vais commencer avec un angle un peu différent, celui de la sécurité des données. Et lorsqu'on regarde les différentes lois, et je ne regarde pas juste la loi québécoise, canadienne, mais je regarde également les lois globales, internationales. Ce qu'on voit en Europe, par exemple, plusieurs parmi vous ont vu qu'ils ont adopté une loi sur les renseignements personnels, la protection des renseignements personnels qui sont très, très prescriptifs. C'est le nouveau standard en or qui est utilisé à travers le monde. Donc, le Brésil a adopté une loi similaire, l'Inde, le Japon, toutes les grandes juridictions sont en train d'adopter des lois similaires. Et si on regarde les éléments qui constituent ces lois-là, il y en a plusieurs, et je vais en discuter de quelques-unes, mais il y en a un en particulier, celle de la sécurité des données. Et le concept est le suivant, est très, très facile à suivre, c'est-à-dire que vous, l'individu, vous avez des informations très, très personnalisées. Donc, vous avez des informations, ce qu'on dit des informations traditionnelles, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro d'assurance sociale, etc. Et par la suite, vous avez une catégorie qui est non traditionnelle. Donc, si moi, j'ai pris un Uber pour me rendre ici, l'Uber a été capable de savoir en temps réel où ce que j'étais, donc geolocation, la location géographique d'un individu. Il y a d'autres informations sur mes tendances sur Internet. J'avais entendu le monsieur plus tôt parler de Facebook. Quand vous êtes sur Facebook, il y a plein d'informations qui sont captées, qui sont très, très personnelles sur vos préférences, sur vos intérêts, etc. Ces informations-là vous appartiennent comme individu. Et ce concept-là, c'est un concept qui est vraiment la fondation de toutes les lois sur les renseignements personnels globales et surtout au Canada et en Europe. Donc, lorsqu'on regarde la loi fédérale, et la nuance entre la loi fédérale et la loi provinciale en Alberta, au Québec et en Colombie-Britannique est très, très mineure. Les concepts fondamentaux sont les mêmes. Il y a un principe aux sections 4.7 de l'appendice de la loi qui parle de la sécurité des données. Le moment qu'un individu vous fournit en tant qu'entreprise ou organisme ces informations, ça ne vous appartient pas nécessairement, mais vous avez une obligation de le protéger. Et je vous mentionne ça parce que ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que comment est-ce que la chaîne de blocs va pouvoir être possiblement une solution pour adresser cette question de sécurité. Parce que la problématique est la suivante. Lorsqu'on regarde les technologies qui sont déployées à travers les entreprises, n'importe quel organisme, public ou secteur privé, elles sont très fragmentées. Il y a plusieurs fournisseurs de services, que ce soit Cisco, Microsoft, etc., donc, très, très fragmenté, souvent très personnalisé pour l'entreprise qui est en train d'acheter ce service-là. Qu'est-ce qui arrive? Donc, pour maintenir ce service, cette infrastructure TI, ils doivent nécessairement investir pour son maintien, que ce soit pour des mises à jour, que ce soit pour des patchs qui doivent être faits, etc., ou même pour avoir une version qui est plus récente d'un nouveau type de service qu'ils veulent appliquer. Donc, il y a un investissement constant qui doit être fait. Et lorsqu'on parle de la gouvernance, puis je pense qu'il y avait une discussion qui avait lieu sur la gouvernance d'une entreprise exige une gestion de risque. Il y a un budget pour les ressources humaines, planification stratégique, TI, sécurité, etc. Et souvent, lorsque quelqu'un du département de TI arrive et dit « Oui, voici mes demandes en sécurité, ce que j'aimerais investir en ressources humaines et technologies », souvent, c'est une gestion qu'on va faire. On va dire « Tu veux 100 000 $ je vais te donner 50 ».
puis je vais donner un peu plus l'année prochaine, possiblement. On verra. Donc, ce qui arrive, c'est que les systèmes et les infrastructures qui sont en train de sauvegarder en principe ces renseignements personnels sont susceptibles à une attaque. Et je peux vous dire de façon très, très personnelle, moi, quand j'ai commencé, juste pour mon parcours, si vous êtes curieux à savoir, donc je suis né à Montréal, j'ai grandi à Montréal, j'ai fait mon droit civil à l'UDEM. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça à l'Université de Laval, mais j'ai fait mon droit à l'Université de Montréal. Et j'ai travaillé pour le gouvernement fédéral pendant quelques années en sécurité nationale. Et je suis basé à Toronto d'à peu près une quinzaine d'années maintenant. Et initialement, j'étais un avocat qui spécialisait en droit réglementaire. Donc, la conformité était vraiment, vraiment mon focus. Et il y a à peu près une dizaine d'années de ça, j'ai commencé à avoir plus d'appels sur des questions de cyberattaques. Et les entreprises qui étaient en train de perdre des informations, des données personnelles de leurs clients, de leurs employés ou autre type d'informations. La sécurité était quelque chose qui commençait à devenir un sujet d'actualité pour ces gens-là. Mais il y a à peu près 3 ans, on a vu une tournure vraiment qui était très, très marquée. En raison des manchettes avec les grosses attaques cyber qu'on entend de plus en plus, les gens étaient beaucoup plus focusés sur l'aspect sécurité, prêts à investir là-dedans, que ce soit côté gouvernance ou côté TI. Et on nous a posé des questions, quels sont les moyens qu'on peut y arriver? Puis en regardant tout ça, ce qu'on a remarqué très, très rapidement, c'est un problème au niveau de l'investissement. L'argent n'est juste simplement pas là. Et ce qui est intéressant avec la chaîne de blocs, c'est qu'on nous a proposé un modèle probablement, puis je vais juste donner quelques chiffres avant ça, un modèle qui va probablement nous aider à avoir une situation qui va minimiser les attaques sur les renseignements personnels et sur les entreprises. Je vous explique dans un instant. On a fait une étude chez Blake, ça va sortir dans quelques mois, c'est gratuit, donc vous pouvez le télécharger si vous voulez, mais pour voir quel type d'attaque, et je m'excuse si c'est en anglais, la première version a été préparée en anglais. Les types de données qui sont accédées par des cyberpirates. Donc, les pirates sont des criminels essentiellement. 90% des attaques sont des attaques criminelles. Et ils veulent avoir deux choses. En fait, ils veulent avoir une chose et ils ont deux moyens pour le faire. Ils veulent faire de l'argent. Ça, c'est leur motivation principale. Il y a deux façons de le faire. Soit qu'ils vont déployer un rançongiciel, donc un ransomware, pour paralyser l'entreprise et forcer l'entreprise à payer un certain montant en Bitcoin, et ce n'est pas là que je vais parler de chaîne de blocs. Et dans un deuxième temps, ce qui est un peu plus difficile, c'est de rentrer dans le système, accéder au système de l'entreprise, sortir les données et les vendre sur ce qu'on appelle le marché noir de l'Internet, le Darknet. C'est un peu plus ardu au niveau des efforts qui doivent être déployés, mais ça se fait quand même. Donc, ce qu'on voit avec ces chiffres-là, c'est qu'ils sont en train de vraiment focusser sur les données personnelles. Parce que les données personnelles ont une valeur qui ont, de façon générale, plus de valeur. Quand vous pensez à un Equifax, par exemple, un incident qui a eu lieu là-bas il y a quelques années, pourquoi c'était important? Parce que Equifax est en train de recueillir plusieurs informations très, très personnelles et très difficiles à remédier par rapport à la vol de carte de crédit qui est quand même très, très limitée. Donc, c'est la carte, le nom, et vous pouvez le remplacer si jamais il y a un problème. Et ce qu'on voit de l'autre côté, ce sont deux lois fédérales et provinciales depuis 2012 et le nombre de brèches sur les renseignements personnels qui vont avoir un impact sur les renseignements des individus. Donc, on notifie le régulateur ainsi que les individus qui ont été affectés. Et vous allez voir qu'on n'a pas mis 2019 parce qu'on n'avait pas les résultats, mais je peux vous dire que ce chiffre-là a augmenté de 600 %. Donc, pourquoi est-ce que c'est important avec le sujet qu'on va discuter? Raison très simple, c'est qu'il doit avoir une meilleure façon de procéder. Le risque, la problématique est là, c'est que les entreprises, peu importe l'entreprise ou l'organisme, sont en train de recueillir et ramasser de plus en plus d'informations très, très détaillées sur les individus. De façon générale, quand je travaille avec des startups ou des entreprises même beaucoup plus côté développées, sophistiquées, etc., d'envergure nationale ou internationale, pour eux, l'important, c'est d'avoir des données pour faire des analyses. Moi, je peux mieux investir dans telle division de mon entreprise ou déployer tel projet parce que j'ai les données pour justifier l'investissement. Donc, la tendance est à savoir, chaque fois que vous êtes en train de télécharger une application ou chaque fois que vous êtes en train de vous inscrire pour un programme ou quelconque, on va vous poser plein de questions. Et vous allez normalement fournir ces informations soit de façon consciente ou inconsciemment. Donc, l'entreprise ou l'organisme est en train d'avoir beaucoup d'informations à leur possession qui vous appartiennent, mais ils ne peuvent pas vous garantir la sécurité de ces informations-là. Alors, quoi faire? La chaîne de blocs peut être une solution, puis je vais en discuter un peu maintenant. Puis je vais faire une distinction côté, puis je sais que vous avez eu un primer sur les différentes chaînes de blocs, donc le but, c'est de ne pas répéter nécessairement, mais je sais que vous avez déjà discuté du côté transactionnel versus l'entreposage.
Il y a deux concepts actuellement qui sont débattus. L'un, c'est chaque fois que je fais une transaction, allons-y par une chaîne de blocs. Il y a des éléments à valider, on peut le faire. On enlève l'intermédiaire, ça va faciliter la transaction. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant et attrayant comme option. L'autre concept qui est intéressant d'un point de vue de sécurité des données personnelles, c'est l'idée d'entreposage. Si moi, j'ai vos données, disons que j'ai des données sur 1000 personnes, si je le mets sur mon serveur personnel, est-ce qu'il est plus sécuritaire ou si je le mets sur la chaîne de blocs avec certains paramètres, est-ce que c'est plus sécuritaire de cette façon-là? C'est vraiment le débat, puis on va en discuter un peu plus en détail les différents modèles qui ont été proposés. Et la raison qu'on regarde la chaîne de blocs, c'est vraiment pour deux raisons. Il y a plusieurs caractéristiques des chaînes de blocs, mais les deux qui sont les plus attrayants pour ceux qui sont en faveur de ce modèle-là, c'est un, c'est sécuritaire. C'est-à-dire que chaque fois qu'on essaie de changer quelque chose, ça va être très, très difficile. Pour rentrer là-dedans, il y a une clé digitale qu'on doit avoir qui est très personnalisée et propre à l'individu ou au groupe. Donc, très difficile à percer, donc sécuritaire par rapport à ce qu'on a actuellement. Et de l'autre côté, très difficile à changer les données, donc les manipuler. Pour ceux et celles parmi vous qui ont des collègues ou qui ont déjà travaillé en comptabilité, l'une des premières questions qu'on nous pose après une cyberattaque, c'est à savoir, est-ce que vos données ont été manipulées parce que moi, je dois venir faire un audit par la suite? Est-ce que je peux me fier sur les informations qui sont dans votre système? Et de là, le chaîne de blocs va quand même adresser ce problème de façon matérielle. Toutefois, la chaîne de blocs n'est pas parfaite à tous les niveaux. Et le concept qu'ils utilisent, c'est la pseudo-identité. Souvent, quand je parle avec mes collègues ou à des clients, ils vont nous dire, effectivement, Imran, la chaîne de blocs, c'est sécuritaire, on est anonyme, on ne sait pas qui on fait les paiements, par exemple, pour des paiements Bitcoin, donc c'est très, très anonyme. Ce n'est pas vrai exactement ce qu'ils disent. Hein? C'est possible de déterminer qui est la personne qui est en train de recevoir le paiement ou qui est en train de faire une transaction. Il y a des données méta qu'on peut aller chercher. Ça exige un effort significatif. Je vais vous donner un exemple actuel sur lequel je suis en train de travailler. Et c'était dans les nouvelles également. Une compagnie de courtage en assurance a été attaquée par un rançon-ciel. Le montant qui a été exigé était 1,2 million de dollars en Bitcoin. Ils ont fait le paiement, ils ont réussi à négocier à rabais un paiement de 950 000 dollars, donc presque 1 million de dollars. Heureusement pour eux, il y avait l'assurance. Donc, l'assureur a dit, pour une cyberextorsion, on va vous couvrir le 100 du montant que vous avez payé. Donc, c'est bon. Le client a payé le montant, il a reçu le logiciel pour décrypter ses systèmes et par la suite a été capable de retourner aux opérations normales. Pendant ce temps-là, l'assureur, lui, ce qu'il a dit, moi, j'ai payé 1 000 $ de ma caisse ici, hein. Moi, je veux récupérer ça. Donc, eux, ils ont engagé une entreprise pour aller faire une enquête pour savoir qui était en train de recevoir ces paiements-là. Et ce n'est pas juste une transaction, il est allé voir toutes les transactions qui arrivaient à ce Bitcoin Wallet, qui était le récipiendaire des différents montants d'extorsion. Et ont réussi à les identifier. Ça a été dans les nouvelles. Il y a une décision qui a été rendue par la Cour de l'Angleterre disant qu'ils n'ont pas identifié les individus, ils ont donné des noms qui étaient anonymisés, disant que ces individus-là vont être reconnus coupables pour avoir extorté X montant de dollars. La raison que je vous mentionne ça, ce n'est pas l'exemple comme tel qui était pertinent, c'est le fait qu'avec les ressources, parce que le montant était quand même significatif, ce n'était pas juste celui-là, il y en avait plusieurs autres incidents comme celui-là que l'assureur gérait, ils ont décidé de mettre de l'argent, de l'effort et ont réussi à identifier 4 individus avec un certain niveau de sûreté que, oui, c'est eux qui étaient impliqués dans ces transactions-là. Donc, c'est possible d'identifier les individus. Ce n'est pas complètement anonyme. Et ça, c'est une distinction à savoir. Ce qui est positif dans tout ça, c'est que, imaginez, vous êtes l'entreprise qui est en train de recueillir l'information de 1000 individus et vous voulez avoir un système qui est beaucoup plus sécuritaire. La pseudo-identité va vous permettre d'avoir un niveau de sécurité supérieur à ce qu'on a actuellement avec les différentes infrastructures de TI qui existent. J'aime le dernier exemple, je vais juste le mentionner. Même si un cyberpirate est capable de rentrer dans votre système, donc le modèle d'entreposage, il va pouvoir voir tout ce qui est là, mais il ne va pas pouvoir comprendre ce qui est là sur le contenant. Donc, il peut accéder au contenant, mais pas au contenu, si on voulait. Donc, je vais juste prendre quelques instants là. Quand on parle de sécurité, des renseignements personnels sur la chaîne de blocs, il y a 3 modèles qui sont disponibles. Le premier est le plus difficile, parce qu'il est très décentralisé, celui de la chaîne de blocs publique qu'on a probablement discuté ce matin.
Celui qui attire le plus d'attention, c'est le chaîne de blocs privé et hybride. Et je peux vous dire que la majorité des entreprises, surtout ceux et celles qui sont dans l'industrie des services financiers, sont en train d'utiliser ce modèle-là actuellement. Parce qu'ils peuvent bâtir un réseau, avoir une certaine visibilité centralisée des transactions-là, et ça leur facilite d'avoir un contrôle sur ces données. Toutefois, il y a une tension inhérente avec les lois sur les renseignements personnels dont je faisais mention tout à l'heure. Je vois qu'on me signale 5 minutes, donc je vais accélérer un peu. Donc, on pense à l'Europe, on pense au Canada, on pense aux juridictions. Il y a une tension avec le modèle de chaîne de blocs et avec ce qui existe dans les autres juridictions au niveau des concepts de base en renseignement personnel. Un exemple, c'est le droit à l'oubli. Donc, si vous êtes en Europe, par exemple, au Canada, c'est un peu différent, mais si vous êtes en Europe, vous avez le droit d'appeler l'entreprise ou l'organisme avec qui vous avez fourni vos informations et de dire, écoutez, vous devez effacer toutes mes données. Donc, j'ai fait affaire avec vous pendant 2 ans de temps, mais je ne veux aucune trace là-dessus. Il y a certaines exceptions, mais de façon générale, vous avez ce droit-là. Mettant quelque chose sur une chaîne de blocs, comme vous le savez par les différents discours qui ont lieu aujourd'hui, l'information est quasi permanente. Et vous avez besoin d'un contrôle au-delà de 50% de la chaîne de blocs du réseau pour pouvoir changer des données. Donc, il y a certains concepts des renseignements personnels, puis il y a plusieurs régulateurs, que ce soit le CNIL en France, que ce soit même le commissaire des renseignements personnels ici au Canada et au Québec, qui nous ont indiqué effectivement c'est très difficile de réconcilier, avoir une conformité des différentes approches avec ce que la chaîne de blocs offre, même avec un réseau privé ou hybride, surtout avec un réseau public, avec les exigences des lois comme elles sont actuellement en place. Donc, je ne veux pas être juste négatif. Je pense qu'il y a des solutions, puis on est en train de regarder à différents éléments. Vous allez avoir les diapos, j'imagine, à la fin de la session, mais je veux juste en signaler quelques-uns. Les solutions sont imparfaites actuellement. Ce que les solutions essaient de faire, c'est ce qu'on appelle en train de bâtir une solution au-dessus du modèle de chaîne de blocs. Donc, quand j'avais parlé du pseudo-identité, c'est un problème, on peut identifier les gens, mais il y a un moyen d'anonymiser également l'information. Donc, il y a un protocole qui existe, puis j'en donne un exemple ici, ça s'appelle le ZK Snark. Je ne sais pas s'il y a un message qui est là-dedans, mais en tout cas, il y a un protocole là-dessus. Donc, ce qui arrive, c'est que chaque fois que vous mettez de l'information sur ce site d'entreposage sur une chaîne de blocs, il va anonymiser complètement l'identité de l'individu et des données actuellement, à moins qu'il y ait un genre de clé digitale qui est très, très particulière avec un élément très spécial. Le problème, c'est qu'il est très lent, il ralentit les transactions de façon matérielle et en même temps, il va avoir un problème au niveau de la centralisation des données. Donc, toute l'idée de chaîne de blocs, de décentraliser tout ça, de ne pas avoir un seul endroit où on va contrôler ça, il est minimisé de façon matérielle avec cette solution, ce protocole qui va adresser la question de l'anonymat. Deuxièmement, au niveau de l'entreposage, puis ça, celui-là, il est critiqué par les puristes de chaînes de blocs de façon régulière, c'est qu'on dit, écoutez, le transactionnel, ça va, mais l'entreposage, on peut faire d'autres choses. Si vous êtes une entreprise, prenez les informations, les renseignements personnels, mettez-le sur votre serveur personnel. Et le connect que vous allez avoir, le lien avec le réseau de chaînes de blocs, va être quelque chose qui va être réglé. Donc, régulier comment? Il va y avoir un protocole qui va, chaque fois que l'information est prise, elle va être anonymisée avec certains identifiants et par la suite, la transaction peut être complétée. Donc, le rôle de l'entreposage est complètement éliminé. Le problème avec ça, c'est qu'on revient au même. Hein? Vous êtes rendu dans une situation où votre serveur est le même serveur que vous utilisez actuellement. Et comment adresser ce problème-là? C'est d'avoir des tierces parties en qui on a confiance, third party with confidence, or trusted confidence. Ces tierces parties vont être des parties qui ont été approuvées, si vous voulez, par les différents intervenants, disant que oui, moi je suis correct avec cette banque ou cette entreprise, d'être la personne au centre qui va être capable de dire oui, ça va, non, ça ne va pas, oui, on anonymise, non, on n'anonymise pas. Le problème, c'est que ça va à l'encontre au concept même de chaîne de blocs, d'enlever l'intermédiaire. On est en train d'insérer un intermédiaire et même là, on est en train d'insérer quelques intermédiaires, possiblement. Et chaque fois, ça va être une nouvelle structure qui va être établie, qui peut être difficile à gérer également. Donc, malgré tout ça, puis je termine là-dessus, malgré tout ça, il y a du positif. Toutes les embûches que je vous ai mentionnées, les obstacles que je vous ai mentionnés, les difficultés de développer des protocoles pour rendre la chaîne de blocs en conformité avec les lois qui existent, parce que les renseignements personnels sont très, très importants ce temps-ci, surtout d'un point de vue gestion de risque.
les entreprises sont en train d'investir là-dedans. Toutefois, l'investissement est vraiment focusé sur l'aspect transactionnel et non sur l'entreposage des données. Sont en train également d'utiliser un concept qu'on appelle en anglais privacy by design ou le concept qu'on appelle respect de la vie privée dès la conception. C'est un modèle, chaque fois qu'on développe un protocole, le protocole est là vraiment pour adresser la question sur les renseignements personnels et non pour adresser un autre problème et de rendre ce problème ou de cette solution-là plutôt compatible avec ce qu'on essaie de faire du côté juridique. Peut-être que je vais arrêter là. Je suis passé à travers beaucoup d'informations, puis je pense que j'ai pris un peu plus de temps, 24 minutes, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas.